Et nous redémarrons tout de suite avec cette table ronde sur le sujet suivant: comment réconcilier la sécurité de l'approvisionnement énergétique et les objectifs de la transition écologique. Merci de bien vouloir accueillir Pierre Abadie de Tikeo, Alix Chausson chez Candriam, Pierre Georges de S&P, Alexandre Martin-Mine de AXA IM, et pour modérer cette table ronde, merci d'accueillir Annick Massounave, journaliste de l'AGFI. Bonjour à tous, bonjour à mes panélistes. Nous allons débattre d'un sujet qui est d'une actualité immédiate, puisque vous n'ignorez pas que l'Agence internationale de l'énergie a publié son World Energy Outlook ce matin. L'an dernier, j'ai envie de dire que le monde, concernant les trajectoires de décarbonation et la sortie des énergies fossiles était fixée par des scénarios de l'AIE qui demandaient à ce qu'on arrête tout nouvel investissement dans les énergies fossiles immédiatement. Les publications du GIEC qui pointaient un certain nombre d'inquiétudes et d'urgences sur le fait de respecter les recommandations de l'AIE. Et entre-temps, crise du gaz, flambée des prix du gaz, guerre en Ukraine, nécessité de sécuriser des approvisionnements dans l'urgence. Donc en quelques mois, ces urgences prennent le pas ou pas sur ces objectifs de décarbonation. Cet été, il y avait des incertitudes sur la capacité de l'Union européenne à remplir les cuves de gaz pour l'hiver 2022. On faisait le constat d'un certain nombre d'infrastructures critiques pour changer les approvisionnements en gaz qui jusqu'à présent reposaient beaucoup sur la Russie, notamment dans le nord et l'est de l'Europe. Dernièrement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a délivré un satisfecit sur l'approvisionnement pour cet hiver, en disant que les cuves étaient à peu près pleines et que le gaz russe ne représentait désormais plus que 9% des approvisionnements. Donc voilà à peu près le panorama en accéléré des derniers mois. Il semble que des choix difficiles attendent les politiques et les investisseurs dans les mois et les années qui viennent. Pierre-Georges, je m'adresse à vous en premier pour essayer de conceptualiser un petit peu les problématiques qui vont conditionner, expliquer les réflexions et les décisions politiques. Merci, bonjour à tous. Effectivement, quand on parle d'énergie et de décision politique, on parle de trois choses. Il y a un trilemme qui est d'un côté l'impact environnemental, de l'autre côté c'est l'équité énergétique, donc le coût du système, qui paye, et puis la sécurité d'approvisionnement qui est notre sujet du moment. Et on doit trouver un équilibre sur ces trois piliers qui peuvent avoir des intérêts divergents. Alors aujourd'hui, l'impact environnemental, c'est surtout la décarbonisation. Donc c'est vrai que nos politiques ont mis l'accent dessus depuis quelques années. Ça coûte cher de transitionner notre mix qui est très carboné au niveau européen ou même mondial encore plus vers des technologies bas carbone. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau européen, en tout cas, on a deux cadres. On a un cadre européen qui est une histoire d'objectifs de décarbonisation, une histoire de marché de l'énergie. Et au niveau national, on a des intérêts qui sont assez divergents, puisqu'on a un profil pays qui peut être très différent. On a d'un côté une base d'actifs existante, on a des contraintes géographiques et climatiques, ce qui fait que d'un point de vue d'installation de renouvelables, ce n'est pas forcément évident pour tous les pays. Et puis, on a un accès aux ressources naturelles qui est déjà là. On peut parler de l'hydro, on peut parler du gaz. Et c'est vrai que là aussi, on a des divergences au niveau national qui sont difficilement compatibles ou en tout cas réconciliables avec les objectifs communs. Donc, il faut, d'un point de vue politique, qu'on arrive à trouver cet accord. Et c'est vrai qu'au niveau européen, quand on parle de marché, on parle du market design tel qu'il est fait aujourd'hui et qui était basé sur une énergie centralisée, pilotable, abondante, disponible. C'est nos énergies fossiles aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on va s'en éloigner. On va vers plus de décarbonisation, vers plus de renouvelables, et qui ont un profil très très différent. Et du coup, on a besoin d'un nouveau market design, parce qu'avec le market design actuel, si les prix sont drivés par le marché, on n'a pas cette visibilité nécessaire pour financer les infrastructures, pour apporter une vision long terme sur un profil de retour sur investissement. Et donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on arrive sur un nouveau market design, ce qui était quand même un changement dogmatique au niveau européen, mais qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde s'accorde à dire, même au niveau de la Commission, qu'il faut changer le market design, mais on n'y est pas. Donc on est un peu entre deux. Donc ça aussi, ça complique un peu la donne dans une période de crise, quand on veut encore accélérer sur un certain type d'infrastructure énergétique, parce qu'on n'a pas les nouvelles règles du jeu pour pouvoir investir. Et donc on se retrouve un petit peu coincé, et ça, d'un point de vue politique, c'est assez gênant. Le deuxième point, c'est que en termes de sécurité d'approvisionnement, on fait face à la crise. Donc on va en parler assez longuement pendant ce panel-là, mais on voit bien que aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a utilisé plus de charbon, qu'on est en train de lancer des projets qui sont des nouveaux projets de LNG, qui sont plus polluants que le gaz naturel qu'on prend par pipeline. Et donc, de fait, on va à l'encontre d'un des principes clés qui était celui de l'impact environnemental et la décarbonisation. Et en plus de ça, ça coûte cher. Donc c'est vrai qu'on va aussi à l'encontre de l'équité et du coût du système quand on prend ce type de décision. Donc de fait, on va devoir trouver un nouvel équilibre dans ce nouvel environnement pour répondre aux deux autres piliers. Et le troisième pilier, donc on y arrive, c'est l'équité énergétique, donc c'est à la fois l'accès et le prix. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette crise énergétique nous coûte cher et qu'elle remet en question les investissements qu'on peut faire en renouvelables. Alors même si la Commission européenne a renouvelé par REPowerEU ses ambitions et les a encore rehaussées en termes d'ambitions renouvelables, on voit bien quand même qu'il y a un sujet de budget qui se pose au niveau des États et au niveau des entreprises elles-mêmes qui sont aussi très impactées par ce qui se passe dans la crise énergétique. Donc pour accompagner ces investissements, c'est compliqué. Et en plus de ça, il y a qui paye quoi dans ce système. Et là aussi, d'un point de vue politique, c'est compliqué, on le voit. Est-ce que c'est le consommateur qui est aussi l'électeur? Et donc là, on peut avoir un problème politique. En termes d'inégalité sociale. Est-ce que c'est le secteur industriel? Et là, on va avoir un problème de compétitivité potentiellement. Et où est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est les impôts? Et donc, du coup, ça pèse sur une partie de la population et ça n'envoie pas forcément de signal prix. Donc, pour résumer, aujourd'hui, ce qui se passe dans cette transition énergétique, c'est qu'on a un fossé entre la promesse d'une énergie décarbonée peu chère qui nous rend plus indépendants et le besoin d'investissement massif pour transformer le mix et un accès à l'énergie qui, de fait, sera plus contraint que par le passé. Et donc c'est ce fossé, à mon avis, qui est un des problèmes majeurs pour les politiques dans leur prise de décision aujourd'hui. Alors voilà pour le dilemme des politiques. Alors côté investisseur, est-ce que le dilemme se pose dans les mêmes termes? Est-ce que les crises qui sont intervenues au cours des derniers mois changent votre façon d'appréhender des décisions d'investissement? Alors, évidemment, ça les change. Je compléterai juste ce qu'a dit Pierre-Georges. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir d'où on vient en Europe et où est-ce qu'on est actuellement. L'Europe, c'est quand même pas un continent qui est connu pour avoir des ressources fossiles énormissimes. Il y en avait dans la mer du Nord. Je crois qu'en 90, on avait environ 40% de notre énergie qui était déjà importée. Les choix en fait consécutifs des 30-40 dernières années nous mènent aujourd'hui à avoir 60% d'imports. Donc ça présuppose quand même qu'on pense qu'on est dans un monde qui est stable, qui va avoir une énergie abondante, etc. Puisque l'économie fonctionne quand même avec son énergie, quelle que soit sa forme. Souvent les gens confondent en fait électricité, fossile. Quand on parle d'énergie, on pense à l'électricité. L'électricité est qu'une des formes d'énergie. En fait, même en Europe ou en France, je pense qu'on doit avoir dans notre mix au moins 70% d'énergie fossile qui rentre, même si l'électricité elle est majoritairement décarbonée au travers du nucléaire. Donc on est quand même face à une économie qui est extrêmement dépendante de ces imports. Si on enlève la mer du Nord, on est, on va dire, dépendant à, je crois, 96% d'imports. Et en fait, quand on regarde dans ces imports, souvent on dit la Russie, c'est 40% de nos imports, enfin de la consommation finale
Donc si on remet ça sur les imports, en fait, on se rend compte que la Russie, c'est 80% des choses qu'on importe avant en guerre. C'est-à-dire que là, c'est ça le sujet dont on parle, c'est qu'il va falloir un petit peu réorganiser tout ça. Donc c'est comme pour un investisseur, avoir un portefeuille d'actions, et puis en fait, sur 100% de son portefeuille d'actions, on a une ligne qui fait 80%, et en fait, on n'aime pas la boîte, on n'aime pas le CEO, on ne peut pas la vendre. C'est ça la situation, entre guillemets, de l'Europe actuellement, et ça présupposait effectivement plein de choses. Je pense que la pandémie, déjà, elle a cassé l'idée que la globalisation, elle peut aller jusqu'au bout. Il y avait pas mal de réflexions depuis 2015 sur le climat. Maintenant, on parle de plus en plus de limites planétaires, même dans les business models. Donc, on commence à se dire, bon, d'accord, est-ce que c'est que la consommation qui tire en réalité la valeur? Et puis là, tout d'un coup, on a une crise énergétique en Europe qui est liée à un conflit. On avait oublié que la guerre, ça pouvait exister. Donc en fait, ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement que notre économie, qu'on pensait être ultra efficace, et certainement elle l'était, on ne compte pas les externalités négatives, donc il y a toute une partie des choses qu'on ne mesure pas, et donc on bénéficie, entre guillemets, d'un coup des choses bas. Bah, tout d'un coup, elle est extrêmement peu résiliente. Elle est extrêmement peu résiliente parce qu'elle repose sur, ou elle présuppose en fait des échanges qui se font de manière plutôt parfaite dans un monde qui fonctionne très bien, et là c'est pas le cas. Pour moi, la photographie de l'Europe aujourd'hui, ça serait si on n'avait pas eu ce conflit et qu'on avait raté notre transition énergétique ou notre décarbonation, à un moment donné, la géophysique dit que le fossile, ça diminue, quoi qu'il arrive. Donc qu'on veuille en sortir de manière volontaire, si on ne le fait pas en fait de manière involontaire, ça va se produire. Et en fait, si ça se produit, on se serait retrouvé dans 10 ans dans la même situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec des prix qui partent au plafond, etc. Tout simplement parce que le système lui-même n'est pas organisé pour ça. Et c'est ça l'enjeu de la transition, et c'est là où en fait le politique rejoint finalement le financier. Et là, on est dans un horizon de temps en fait où les 10 prochaines années, on sait que les choses vont s'imposer à nous, qu'elles soient climatiques ou bien qu'elles soient tout simplement géologiques. Et là, on le voit en fait, elles sont tout simplement géopolitiques. Et le titre, en fait, il dit comment on le réconcilie. En fait, pour moi, il n'y a pas de réconciliation à faire. Dans les deux cas, on arrive dans un système économique et social qui n'est pas résilient. Et les solutions qu'on a, en fait, c'est les mêmes pour résoudre en fait l'urgence climatique comme pour résoudre notre situation actuelle. Sauf qu'aujourd'hui, notre situation actuelle, elle est encore plus, on va dire, déroutante parce qu'effectivement, comme on n'est pas prêt, bah, il faut faire des investissements complémentaires pour changer en fait les supplies qui tout d'un coup deviennent manquants. Oui, non. Alors, pour réagir à ça, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Pierre. Je pense qu'il faut quand même mesurer les répercussions que cette crise a et va avoir. Vous mentionniez le World Energy Outlook. Alors, je n'ai pas eu le temps de le lire dans son intégralité, bien sûr, mais c'est la première fois que le Stated Policy Scenario, c'est-à-dire le scénario des politiques telles qu'elles sont, amène à un pic de toutes les énergies fossiles. Donc là, c'est quelque chose qui a quand même complètement changé. Et qu'est-ce qui a fait changer ce contexte? C'est le fait qu'effectivement, sur ce triptyque, sécurité des approvisionnements, affordability, accessibilité sociale donc, et climat, certaines énergies fossiles, et notamment le gaz, étaient vues comme une solution qui permettait quand même de concilier un petit peu les trois. Bon, le climat, on peut débattre là-dessus, mais en tout cas, d'avoir une forme de conciliation. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas sur aucun de ces trois piliers. Et c'est là où, effectivement, du coup, le renouvelable devient un moteur non pas seulement de décarbonation, mais un moteur également de souveraineté et justement de sortir de cette fragilité. Et moi, je trouve que les engagements qui ont été mis sur la table, ils sont quand même énormissimes. Enfin, entre le Fit for 55 et le REPowerEU, on est à 1700 milliards d'euros qui sont mis sur la table. REPowerEU, on rajoute 300 milliards. Donc on est quand même avec des objectifs sur le renouvelable qui sont absolument gigantesques. C'est l'équivalent du plan américain. Tout à fait. Donc on est quand même sur quelque chose, un réel changement de braquet. Effectivement, moi je suis complètement d'accord. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est une transition désordonnée. On parle de orderly transition. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une transition désordonnée, c'est-à-dire une transition qui n'a pas été planifiée et qui s'impose à nous et qu'on doit mener à marche forcée. Et là, qu'est-ce qui va être clé dans cette situation? Bah, là, on risque de traverser une crise existentielle de l'Europe, en fait. Enfin, on est déjà dedans, sur ces questions énergétiques qui étaient à la base des fondements de pourquoi on a fondé l'Europe. Là, on se retrouve dans une situation où soit on a de la solidarité européenne et on arrivera à s'en sortir,
si on n'a pas de solidarité européenne. Et aujourd'hui, effectivement, enfin, nous, on regarde comme tout le monde tous les sommets européens et notamment les récentes rencontres entre la France et l'Allemagne avec beaucoup d'attention, parce que c'est ça qui va décider si on sort de cette crise par le haut sur tous les plans, à la fois politiques et environnementaux, ou si ça pourrait quand même mettre à mal beaucoup des objectifs européens et pas que climatiques. Donc je pense que c'est vraiment, on est sur un moment qui est absolument crucial pour l'avenir, à la fois du climat et de la géopolitique. Alexandre, vous partagez ce constat de transition désordonnée. Alors, comment mettre de l'ordre Oui, c'est vrai. Je vous rejoins complètement sur cette transition désordonnée. Cela dit, du côté investissement, ça fait longtemps que le changement de trajectoire a été démarré en termes de type d'infrastructure qu'on va financer, de l'inclusion de portefeuilles de renouvelables dans les portefeuilles d'infrastructures, l'investissement dans la transition technologique. Je pense que le gaz naturel, c'est peut-être un tiers de chauffage, un tiers de production d'électricité, et le reste, c'est l'acier et les engrais. On peut imaginer une transition tout électrique à partir de nucléaire et renouvelable pour les deux premiers, mais pour l'industrie, ça ne se passera pas. Donc il va falloir trouver des alternatives. C'est vrai que le gaz, c'était quelque chose d'intermédiaire qui était bien, et d'un point de vue climatique, c'était moins catastrophique que le charbon. Mais si on a plus ça, trouver des solutions à court terme, c'est jamais possible. Hein. On sait que là, on a trouvé de quoi remplir les réserves pour cette année. La question qui est dans toutes les têtes, c'est quid de l'hiver suivant, parce qu'on l'a fait à 10 fois le prix historique. Ça n'a pas été fait de façon neutre, remplir les réserves. Donc je suis optimiste parce que je pense que dans la tête des investisseurs, la tête des dirigeants, la transition, le besoin de faire cet investissement vers la transition est là. C'est vrai que c'est désordonné. On peut faire un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, hein, le Inflation Reduction Act, où c'est vrai que les réactions, j'ai eu des discussions, les réactions, c'est tout de suite... on va construire des unités de méthanisation, faire du gaz renouvelable. Voilà, les Américains voient tout de suite l'opportunité. Chez nous, c'est vrai que c'est plus long à mettre en place, c'est plus long à se coordonner, malgré des montants complètement similaires en termes de taille. Donc, solution court terme, non, mais heureusement que on a commencé à travailler sur des solutions depuis les 10-20 dernières années. Alors oui, vous parliez de sécuriser les approvisionnements à court terme. Donc Pierre-Georges, les approvisionnements, ils sont sécurisés pour cet hiver en Europe. Est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui va se passer à 12, à 24 mois? Alors déjà, sur le fait que ce soit sécurisé cette année, c'est pas complètement évident. L'Europe a fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait en termes de supply, ce qui est déjà très bien en approvisionnement. Elle a rempli ses stocks, elle a trouvé du GNL, elle a réussi à réduire un petit peu la demande, mais elle a dit qu'elle ferait, et elle a fait. Maintenant, est-ce que ça suffit? Nous, on pense pas spécialement. En fait, ça va dépendre de deux choses majeures. C'est est-ce qu'au niveau résidentiel, on suit? C'est-à-dire, est-ce qu'on suit cette baisse de la demande qui est demandée, mais qui est pas contraignante aujourd'hui? Donc ça, c'est quand même assez important. Surtout qu'on n'a pas un signal prix si fort que ça. Il est là dans certains pays, un peu moins en France, plus en Allemagne, plus en Angleterre, mais de manière générale, on ne peut pas dire qu'on a un signal prix très très fort qui soit si désincitatif. Et le deuxième élément, c'est le temps qui fera. On sait très bien que la grosse variable d'ajustement, c'est la météo, et que si on a un hiver très froid, ça va devenir très compliqué. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir jusqu'à, dans les calculs qu'on a en tout cas, une vingtaine de jours sous pression, où on peut avoir des coupures sur l'ensemble de l'économie. Si on remet ça seulement sur l'industrie, on passerait à 80 jours. 80 jours, c'est très disruptif pour nos économies, donc c'est pas négligeable non plus. Et après, qu'est-ce qui se passe au-delà de ça? C'est-à-dire après cet hiver 2022-2023, est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on a des solutions? Et la réponse, c'est non. La réponse claire, c'est qu'il va falloir à nouveau abaisser la demande. Il faut trouver des solutions pour baisser la demande. On n'a pas sécurisé de contrat GNL à long terme. On n'a pas non plus l'infrastructure pour le faire à court terme. Donc il va falloir gérer cette période qui va être très tendue.
Sachant qu'en plus, le GNL qu'on a trouvé cette année, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est qu'on l'a pris à l'Asie, qui était un peu moins bien en termes économiques, et que s'il y a la reprise économique en Asie, ben, on n'aura plus forcément accès à ce GNL. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on parle de décarbonisation, parce que forcément, si on a pris ce gaz aux pays asiatiques, ils ont utilisé plus de charbon pour compenser. Donc, ce n'est pas forcément très positif. Et on voit bien qu'à long terme, en tout cas, ça pose aussi des questions sur nos engagements internationaux vis-à-vis de la décarbonisation. Qu'est-ce que vous pressentez en termes justement d'infrastructures et de schémas d'approvisionnement à 24, 36 mois? Oui, je vais d'abord faire un petit commentaire sur le prix, parce que le prix, il va être passé aux entreprises. Nous, on le voit, on a passé un message, on est détenteur de beaucoup d'immobilier commercial. Donc, la crise et l'augmentation de prix, ça a été l'occasion de passer un message à tous nos tenants, tous les locataires de nos bâtiments, pour réduire leur consommation. Ce genre de message, on n'aurait jamais pu le passer dans un autre contexte. Donc c'est vrai que ce type d'action, je pense que c'est plus compliqué au niveau des particuliers. Normalement, c'est un message qui est bien entendu par les entreprises. Donc on verra, mais c'est vrai que ça dépendra de la difficulté de l'hiver. En termes d'infrastructure, il y a ça nécessite, le LNG, ça nécessite de la regasification. Donc il y a des unités sur terre de regasification. Il y en a qui ont été développées en Allemagne, en Grèce, en Italie. Et aussi des unités, dont on est investisseur dans un projet en France, et des unités flottantes aussi, qui sont en développement. Je pense qu'il y en a prévu en Allemagne. Donc stockage et regasification. Donc là, c'est quelque chose de très spécifique. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain suite à la crise ukrainienne, mais c'est des projets qui étaient en développement depuis quelques années et qui ont sûrement accéléré. Je pense que l'horizon de développement de ces projets-là, ça doit être 24 mois. Donc rien à court terme, mais effectivement, je pense que l'approvisionnement, c'est Qatar et USA, hein. Majoritairement, l'approvisionnement en gaz liquide, c'est un gros enjeu pour l'hiver 2023-2024 et la suite. Moi, je voudrais juste rebondir un peu sur ce qu'a dit Pierre aussi. On n'arrête pas de discuter depuis tout à l'heure le mix énergétique. Tu as nommé plusieurs fois la demande. En fait, la réalité de la décarbonation, ça passe par la modification de la demande. En fait, typiquement, en réalité, quand on essaye de décarboner ou déconnecter notre économie du fossile, ça veut dire faire plus d'électrique, qui peut lui être bas carbone, qui peut provenir de nucléaire à long terme et aussi beaucoup de renouvelables. En fait, si aujourd'hui on ne modifie pas la base d'actifs existants, ce qui émet du CO2 aujourd'hui, c'est ce qui existe, ce n'est pas ce qui va être créé demain. Ce qu'on crée demain, habituellement, on y réfléchit, j'espère assez intelligemment, pour essayer de décarboner au maximum. Mais en fait, ce qui émet aujourd'hui, c'est la base d'actifs existantes. Donc en fait, c'est les moteurs thermiques dans les voitures, c'est les chaudières à gaz, c'est les chaudières à fioul, c'est toutes ces choses-là. Donc en fait, pour être capable de décarboner le système à horizon 2030, c'est avant tout changer l'existant, le rénover, l'électrifier beaucoup plus, qui par ailleurs en fait améliore aussi très sensiblement son efficacité. Enfin, je veux dire, un moteur électrique dans une voiture, c'est 4 fois plus efficace qu'un moteur thermique. Une pompe à chaleur, c'est pareil. Donc c'est toujours beaucoup plus efficace. Une fois qu'on a électrifié, on peut commencer à répondre à la demande avec de l'électricité qui vient de sources bas carbone. Et c'est un petit peu pour le coup quelque chose qui est clairement explicité dans le dernier rapport de l'EIA. Ils ont commencé à partir de 2018 à vraiment pivoter. Avant, ces gens-là en fait faisaient des flux d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette tendance à penser comment on modifie le mix énergétique. Et là, ils ont quand même bien expliqué, non, modifier le mix énergétique, c'est avant tout modifier la demande. Tout d'un coup, la demande d'électrique augmente et on y répond avec un mix qui est différent. Et juste changer le mix sans modifier la demande, en fait, ça ne change strictement rien, parce que finalement, l'électricité ne va pas être utilisée, puisqu'il n'y a pas d'endroit où l'utiliser. Après, sur le gaz à court terme, je pense qu'effectivement, l'année prochaine, elle sera encore plus critique que cette année. Aujourd'hui, on peut en réalité remettre nos stocks de gaz à niveau, parce que la Chine, elle était en arrêt Covid. La Chine est un gros importateur de GNL, et en fait, les capacités de production mondiale, en fait, elles n'augmentent pas et elles ne diminuent pas par an de 10 ou 20 ou 30%. En fait, c'est complètement marginal les différences, et on voit bien, et les scénarios de l'EIA le montrent, on est quand même plutôt sur un plateau des fossiles. Et je crois que les scénarios de l'EIA montrent même quelque chose qui commence à descendre
immédiatement en fonction des scénarios. Et puis je crois que le scénario le plus volontaire, entre guillemets, du côté fossile, après 2030, il commence aussi à baisser. Donc en fait, en réalité, tous les scénarios, et ça, effectivement, je pense que c'est une grosse différence. C'est la première fois que je le vois sur tous les scénarios. En fait, il n'y a plus de scénario qui dit en fait le monde est infini du côté fossile. Donc, et c'est à plutôt court terme. Donc on rentre dans une zone finalement l'année prochaine assez compliquée où la Chine redémarre. Des capacités qui ne vont pas se modifier. Donc, ce n'est même pas une question juste de capacité de regasification en Europe. On a ce qu'on a et on va peut-être les modifier marginalement. Mais là, on est vraiment dans la limite, tout simplement, de la molécule, quoi. Est-ce que la molécule va être là ou bien comment elle va s'arbitrer? Et puis après, sur le niveau des prix, je ne suis pas tout à fait d'accord. Actuellement, les prix sont déjà beaucoup plus élevés. Il y a eu juste un gros tampon en fait, des États pour le grand public, pour nous, notamment en France, où on l'a augmenté de 15%. Mais enfin, c'est quand même la subvention, c'est 2% du PIB. Et le prix marginal de l'électricité, il se construit avec la molécule de gaz qui est là ou qui n'est pas là. Donc en fait, aujourd'hui, la formule peut aller jusqu'à l'infini s'il n'y a pas de, s'il y a pas de gaz. C'est ce qu'on a vu en fait il y a quelques semaines où le prix allait à 1 000 € le mégawattheure. Alors les gens n'ont pas notion du prix de l'énergie parce que finalement, ce n'est pas une charge très élevée, c'est 2% du PIB. Donc ça veut dire que pour nous, en moyenne, c'est 2% de nos coûts, c'est l'énergie. Donc en fait, c'est d'ailleurs pour ça que finalement, les efforts d'efficacité énergétique, souvent, les gens n'y pensent pas, puisque j'ai l'impression que ce n'est pas un gros montant. Quand le prix il fait x20 sur le marché pour le fixer sur l'année d'après, ça fait tout d'un coup 40% du PIB. Donc là, on comprend que tout le monde est en train de réagir. Et on a effectivement vu quand même des sociétés qui ont arrêté leur activité à cause de ça. Et j'ai vu hier que typiquement BASF indique qu'ils arrêtent leurs activités en Europe et ils vont ailleurs parce que c'est marqué définitivement. Moi, c'est le définitivement en fait que je trouve être effrayant parce que leur perspective, c'est sûrement qu'il y a un déficit de compétitivité qui va venir justement de ce que je disais en première partie. Géopolitiquement, l'Europe n'a pas fait sa transition, donc elle est exposée en fait à du fossile qu'elle ne détient pas, elle est exposée au prix. Et aujourd'hui, tant qu'elle n'a pas fait sa transition, elle n'a pas son destin, entre guillemets, même économique, dans ses mains. Parce que ce qu'on comprend, du coup, c'est que la transition, dans les 24-36 mois, elle va marquer une pause, de facto. Non. Une accélération alors, très forte. Ce que j'ai vu, c'est qu'on allait recourir quand même beaucoup plus à du charbon et à du nucléaire. Alors, déjà, sur ce mythe du retour du charbon en Europe, nous, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout le cas de manière structurelle. Là, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a en gros 14 gigawatts de capacité qui sont dans des réserves de stand-by, qui effectivement sont là potentiellement pour venir aider quand il y a des turbulences. Bon, là, les turbulences sont là pour durer, mais on n'a vu aucune entreprise qui nous dit, et notamment les entreprises qui opèrent en Europe, et qui nous dit, en fait, je me suis trompée, je ne veux pas faire de renouvelable, je veux aller plutôt sur le charbon. Enfin, ça, c'est vraiment, faut quand même garder les ordres de grandeur. 14 gigawatts, c'est 2% de la production d'électricité en Europe. Hein. Donc, on est sur des choses qui sont quand même... voilà, un mouvement, en gros, d'ajustement. On est un peu dans un moment whatever it takes, un moment de quoi qu'il en coûte aujourd'hui pour passer effectivement cet hiver. Et je suis tout à fait d'accord, l'hiver prochain, qui sera le plus critique, très clairement. Mais on n'a pas du tout de retour du charbon en Europe. Je suis d'accord, je crois que Pierre allait dire la même chose. Pour nous, c'est une réelle accélération de la transition. Une accélération, enfin là, les chiffres qui sont annoncés sur renouvelables sont absolument gigantesques. Idem pour l'hydrogène, où déjà le Fit for 55 nous donnait voilà, un réel changement de braquet. Là, on double, voire on triple ce qui avait été annoncé avec REPowerEU. Le biométhane, effectivement, entre aussi dans la course. Donc on est sur des accélérations sur toutes ces technologies. Et de toute façon, enfin, il y a quand même quelque chose qui est assez clair et intuitif. On ne peut pas faire une transition, et notamment on ne peut pas incentiver, désolé pour l'anglicisme, les mesures d'efficience énergétique si on n'a pas une énergie qui coûte quelque chose. Donc aujourd'hui, elle coûte extrêmement cher, et effectivement, encore plus pour les industriels que pour les particuliers du fait des mécanismes de formation des prix. Mais nous, quand on discute avec des sociétés, des industries de l'acier, du verre et autres, aujourd'hui, quand on produisait du verre il y a un an, c'était 10% du coût. Aujourd'hui, c'est 40% du coût. Vous comprendrez bien du coup que les mesures d'efficience énergétique rentrent quand même assez rapidement dans une profitabilité et quelque chose qui fait du sens d'un point de vue économique. Donc nous, tout ce qu'on voit, et dans à peu près toutes les industries, c'est qu'on a une réelle accélération. L'hydrogène, je ne sais pas si on allait le mentionner, mais qui est un petit peu maintenant la solution à tout. Alors certes, c'est sûr, hein, il faut, de toute façon, sans hydrogène et sans hydrogène décarboné, on ne pourra pas faire la transition. C'est impossible. Dans certaines industries, il faudra de l'hydrogène. Ce qu'on voit sur effectivement l'équation économique de l'hydrogène, que la plupart des aciéristes se soient lancés vraiment de manière
extrêmement volontaires sur l'hydrogène, c'est avant tout des projections économiques. Ils voient bien que le charbon métallurgique a fait x4 ou plus, que les prix du gaz, effectivement, ont fait x14. Quand vous mettez tout ça dans votre équation hydrogène, il y a encore 18 mois, un facteur, on va dire, de x3, x4 sur l'hydrogène décarboné. Aujourd'hui, ça se resserre. Donc là-dessus, nous, on pense qu'au-delà du message climatique et de la volonté de transition climatique, qui a toujours été le cas depuis les dernières années, aujourd'hui, on a un message économique beaucoup plus fort et un message politique beaucoup plus fort. Donc pour nous, la transition va s'accélérer. Après, il peut y avoir effectivement des turbulences sur le court terme parce qu'on n'était pas préparé et qu'il faut un petit peu s'assurer que les gens ne meurent pas de froid cet hiver et le prochain. Mais sur le long terme, c'est une accélération massive qu'on voit. Enfin, je vais juste donner quelques exemples aussi pratiques, parce que là on parle de modification de chaîne de valeur. En fait, quand on parle d'hydrogène, c'est quand même assez long terme aussi. Moi personnellement, j'ai fait que du monde de l'énergie toute ma vie et de l'investissement dans les renouvelables quand ils ont commencé à exister. Donc la vision qu'avait toujours le marché, notamment sur les renouvelables, c'est cher. Voilà, c'est ce qui est ou en tout cas, je dirais que la personne qui va en bénéficier pense tout le temps structurellement que ça a besoin de subventions. Et puis que c'est plus cher que le fossile, c'est ça qu'ils pensaient. Ben là, en fait, pour la première fois de ma vie professionnelle, je suis face à un changement de paradigme et je suis investisseur dans plusieurs sociétés qui font effectivement du renouvelable, donc je suis au bord de ces sociétés, donc en fait je suis face aux projets qui se passent et on a des demandes du marché, avec un marché aujourd'hui, donc ça veut dire d'autres contreparties, des contreparties réelles, des entreprises, des particuliers, etc., sur deux choses qui, pour moi, en fait, sont un vrai changement de paradigme. Un, ils veulent avoir l'actif physique chez eux, c'est-à-dire qu'ils veulent typiquement mettre des panneaux solaires en autoconsommation. Ils veulent fixer une partie, en fait, de leur énergie, mais physiquement. Ça veut dire que tout d'un coup, on a remis en question le fait que la grille électrique peut toujours fournir de l'énergie. En fait, ça, c'était, encore une fois, une présupposition qu'on avait dans notre économie. On a toujours accès à de l'énergie. Et là, les gens disent non, j'aimerais bien avoir, en fait, l'actif chez moi pour autoconsommer. Et deux, en fait, le prix qu'il fixe, il souhaite fixer le prix. Donc, c'est l'avantage des renouvelables, c'est que c'est du projet. Donc, en fait, on a un coût et puis, en fait, on a un retour. Et donc, ça fixe un prix sur le long terme. Et ce prix, ils le perçoivent comme étant beaucoup moins cher que le prix futur de ce qu'ils pourraient avoir sur la grille. Et ça, c'est la première fois que ça se passe. Donc, là, c'est sur la partie, en fait, production d'énergie. Encore une fois, c'est pas le plus important pour moi parce que ce truc-là, il est finalement déjà bien financé, bien avancé. Même quand on regarde le dernier rapport de l'EIA, ils expliquent qu'en fait, typiquement sur le solaire, il y a 100% en fait des projets qui sont déjà identifiés ou en cours pour atteindre les objectifs à horizon 2030. Donc ça, c'est un pan finalement qui est finalement assez bien développé. L'autre partie, c'était la partie efficacité énergétique, donc toute la rénovation et notamment la rénovation thermique du bâtiment. En fait, le levier clé de la transition énergétique de l'Europe et de la France, c'est quand même la rénovation thermique du bâtiment. Enfin, l'Agence internationale de l'énergie, encore une fois, elle estime que les besoins d'investissement pour rénover le bâtiment au niveau mondial, donc c'est toute la base d'actifs, mais c'est plutôt les pays développés qu'on veut rénover, c'est entre 700 et 900 milliards par an. Aujourd'hui, en fait, l'intégralité des investissements dans le fossile, donc charbon plus oil plus gaz, c'est 700 milliards par an, quoi. Donc en fait, les besoins pour la rénovation thermique du bâtiment sont à eux seuls supérieurs à tout ce qui est investi dans les fossiles. Donc là, il y a un très gros gap de financement. Et cette chose-là, elle était perçue comme étant pas très rentable, encore une fois, parce que comme l'énergie n'était pas chère, et puis c'est embêtant à faire, etc., on ne le fait pas. Aujourd'hui, typiquement, juste mettre de l'isolant passif, habituellement, ça fait 8 ans de payback. Avec un prix de l'énergie qui est multiplié par 2, ça fait 4 ans de payback. Avec un prix de l'énergie multiplié par 3, et ça marche tout le temps, en fait, parce que c'est de la physique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se tromper. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, un prix de l'énergie chère, notamment vis-à-vis des fossiles, rend très intéressant, en fait, tout investissement dans l'efficacité énergétique, parce qu'on veut avant tout consommer moins, et finalement, c'est les meilleurs retours qu'on puisse avoir. Et de l'autre côté, en fait, en termes de sécurisation de l'énergie, on se rend compte que le renouvelable est maintenant perçu comme une solution moins chère à long terme et qui permet de fixer finalement un montant d'électrons qu'on a envie d'avoir. Oui, parce que vous parliez de la nécessité de transformer la demande. Et c'est vrai que si on se projette post-2023, avec les objectifs de mix énergétique de la Commission, donc à l'époque, alors oui, on parle beaucoup de gaz.
petit disclaimer, parce que l'énergie de la transition écologique, c'est bien l'électricité, parce qu'effectivement, pour conduire la révolution de l'hydrogène, il va falloir augmenter la capacité de production d'électricité. Avec l'électrification des véhicules, ce sont aussi autant de besoins. Donc c'est vrai que l'efficacité énergétique dans ce schéma, elle prend encore plus son sens, parce que le bon moyen de répondre à ces nouveaux besoins, c'est aussi de consommer plus efficacement. Et donc, à l'époque, dans les projections de l'an dernier de la Commission, le gaz occupait 18% du futur mix énergétique de la production d'électricité. Pierre-Georges, est-ce que l'Europe, elle est capable de faire évoluer ce mix, de le transformer pour réduire justement la place du gaz ? Alors oui, elle est capable de transformer. Maintenant, il faut voir que les énergies fossiles, elles vont être là pendant encore très longtemps. Je pense que c'est aussi ça qui est compliqué à gérer, c'est-à-dire comment envoyer un signal de dire on investit peu dans les énergies fossiles, alors qu'on sait qu'en 2030, ça sera encore la majorité de notre consommation primaire. Et donc là, c'est délicat. Et ça, même dans le cas où on arrive effectivement à faire l'ensemble de nos projets en termes de renouvelables, c'est-à-dire quand même tripler les investissements par rapport à ce qu'on a fait sur la dernière décennie, chaque année, tripler. Avec toutes les contraintes qu'on a, c'est-à-dire on a des énormes contraintes de permitting qui le deviennent de plus en plus parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont bien mis en avant comme la biodiversité. Il y a aussi tous les enjeux d'accès aux matières pour faire ces énergies renouvelables. On est complètement dépendant de la Chine qui elle-même développe son propre programme de renouvelables à très grande vitesse et qui finalement joue aussi son rôle géopolitique en nous donnant moins accès à ces matières ou en rendant plus cher. Donc nos schémas aussi d'une énergie moins chère dans ce contexte d'inflation des coûts qui va être importante et avec ces contraintes de biodiversité qui sont là et qui sont majeures quand on parle de renouvelables, c'est pas si évident que ça. Mais disons qu'on y arrive, on se rend compte qu'on sera encore en 2030 avec une majorité de notre consommation qui se fait avec des énergies fossiles, même avec moins de gaz. Et ça, c'est compliqué. En termes de décarbonisation, par contre, c'est vrai qu'on aura normalement enlevé une grande partie du charbon. Donc ça, c'est quand même très positif. Et on arrivera à avancer. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de contraintes à prendre en compte. Et sans optimisation de la demande, et c'est là où c'est vraiment, je rejoins tout à fait Pierre, la demande, c'est quand même la clé aujourd'hui pour aller plus loin en termes de décarbonisation, soit en termes de demande plus efficace, soit en n'ayant plus de demande sur certains pans d'activité. Et ça, c'est quand même un enjeu majeur sur lequel, très honnêtement, on n'a pas forcément des politiques bien développées aujourd'hui pour répondre à cette équation. Et c'est vrai que c'est un peu la pièce manquante, je pense, de nos objectifs environnementaux. Donc Alexandre, en tant qu'investisseur, vous parliez de la nécessité ou de projets de terminaux méthaniers qui étaient en cours, donc qui répondent à l'urgence, mais qui ne vont pas forcément dans le sens de cette décarbonation. Voilà, en tant qu'investisseur, quel est le dilemme ? Investir dans l'urgence, continuer à allouer des fonds pour cette transition écologique. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est faisable ? Tout n'est pas acceptable et je pense que là-dessus, on a fait des choix très très clairs pour aller vers la décarbonation. Je pense que parfois, on essaie d'améliorer pas à pas et parfois, on essaie de faire le saut, le gap technologique, travailler sur les technologies de long terme. Donc, quand on est dans un cadre d'investissement, de portefeuille infrastructure, c'est des sommes gigantesques, on est sur des technologies éprouvées, sur lesquelles on est sûr d'avoir la taille. Après, de l'autre côté, à l'autre extrême du spectre, on supporte l'innovation technologique. Je pense que Pierre a entièrement raison, on est très très loin de l'optimum en termes d'efficience énergétique sur les buildings, même quand on pense avoir fait des améliorations notables sur l'immobilier commercial. Voilà, on s'aperçoit que le pilotage de chaleur, on a tous été dans un bureau, on a dit tiens, à un moment il fait 26 degrés et ensuite on met la clim. Donc le pilotage de notre consommation, il est loin d'être optimal et on peut réduire, pas simplement, mais on est sur des technologies pour réduire ces consommations de 20-25%. Bon, dans nos pays, on n'a pas des démographies galopantes, donc je pense qu'on ne va pas être face à un système à des enjeux d'augmentation de population.
on pourra parler des pays émergents, parce que là, il y a des sujets. En Afrique, les infrastructures sont loin d'être au niveau où elles devraient être, et il y aura beaucoup de pollution à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va couvrir tout le spectre. On va aller travailler sur la petite start-up qui n'est pas encore profitable, qui travaille sur une technologie qui va réduire l'empreinte carbone pour l'aider à réduire son coût de production de manière à ce que ça soit applicable dans l'industrie. Et à l'autre extrémité du spectre, je pense qu'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le monde financier, il marche très bien une fois que tout est bien packagé. Donc il marche beaucoup moins bien quand il y a un risque à droite, à gauche, il y a du risque humain, il y a du risque techno. Ça, c'est plus compliqué à mener. En revanche, une fois que c'est bien packagé, les effets d'accélération des marchés financiers sont très puissants. De temps en temps, ça cause des crises et de temps en temps, ça permet une accélération aussi de l'investissement. Donc il faut aussi, nous on a fait le choix d'être aux deux extrêmes, donc d'aider à mettre en place des choses nouvelles de manière à ce qu'elles puissent atteindre leur pleine puissance par l'utilisation d'infrastructures, des green bonds, de ces choses-là. Mais je pense que les green bonds étaient évoqués. Il manque aussi de projets. Donc voilà, le fait de pouvoir d'avoir, c'est des convictions qui sont dans la plupart des investisseurs de la place de Paris depuis longtemps. Mais c'est vrai que cette crise énergétique, ces prix, je pense qu'on voit tout ça comme un effet accélérateur. Donc Alix, Pierre, vous faites partie des sociétés qui l'an dernier avaient pris des engagements vers une neutralité carbone. Vous travaillez à des plans de transition. En quoi est-ce que ces crises viennent challenger les projections que vous aviez pu faire avant la survenue de ces crises, et quels sont les dilemmes qui se posent à vous, s'il y en a? Il y a toujours des dilemmes. Sinon, si les décisions étaient faciles, je pense qu'on ne serait pas là. Qu'est-ce que ça change ? Ça change en même temps beaucoup de choses et pas grand-chose. Je pense qu'il y a, pareil, il y a des idées un petit peu reçues qu'il faut combattre. Nous, ça ne change absolument pas la trajectoire qu'on s'est fixée. Ça ne change absolument pas la vue qu'on a des différents secteurs et de leur apport dans la transition. Ça, c'est des choses qui sont scientifiques. En fait, le sujet, il se pose quand on est notamment investisseur sur les marchés de capitaux et pas forcément sur de l'infra ou sur des marchés privés où on peut un peu plus sélectionner ces projets. Nous, on investit effectivement dans des actions d'entreprise cotées ou dans des obligations d'entreprise. Le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, effectivement, et c'est un petit peu ce qu'on a appelé la crise de l'ESG, c'est que forcément, sur certaines classes d'actifs, quand le secteur oil and gas peut représenter 15-20% du benchmark et que vous décidez vous-même de ne pas investir dans le secteur oil and gas, bah forcément, en termes de performance, vous pouvez avoir des choses qui nécessitent en tout cas discussion avec vos clients. Après, nous, on ne voit pas parmi nos clients de revirement, parce qu'on est asset manager, donc on investit pour nos clients, donc on a nos fonds ouverts où on décide. Ceux-là sont assez sous-pondérés sur oil and gas, voire ils n'en ont pas du tout. Sur les mandats qu'on a avec nos clients, nous, on voit très peu de nos clients qui nous disent non mais alors, mon calendrier de sortie des énergies fossiles est complètement changé par ce qui se passe et aujourd'hui, je ne veux plus en sortir ou je ralentis fortement. On a beaucoup de discussions, effectivement, sur qu'est-ce que ça implique d'être potentiellement sous-investi sur certains secteurs, mais on n'a pas de revirement total. Donc ça c'est, je pense, quelque chose qui est important. C'est aujourd'hui, quelque part, cette discussion, elle arrive du fait de la façon dont on mesure, nous, notre performance et qui est par rapport à des benchmarks. Alors, il y a eu effectivement les benchmarks climat européens qui sont sortis pour potentiellement apporter peut-être une façon de se comparer qui soit un petit peu plus en lien avec la transition. Malheureusement, on va dire que le développement va sans doute pas assez vite et nous, ça n'a pas changé grand-chose sur la façon dont on mesure la performance. Mais ça, c'est quelque chose à garder en tête. L'autre chose à garder en tête, et je pense que c'est pour ça, et puis vous allez avoir sans doute des questions sur qu'est-ce qui se passe effectivement dans les alliances net zéro et pourquoi il y a des revirements. En fait, c'est assez simple. Dans un contexte de marché qui est très favorable, donc nous on a fait ces analyses et ce modeling-là, l'empreinte carbone des principaux indices régionaux d'un grand fournisseur d'indices se décarbone entre 8 et 10% par an, entre 2016 et 2019, sur l'empreinte carbone. Pourquoi ?
parce que les capitalisations boursières ont fortement augmenté. En fait, l'essentiel de la décarbonation, c'est quoi? C'est le mouvement des capitalisations boursières. Donc effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte de marché beaucoup moins favorable. Eh ben, on se rend compte qu'effectivement, les engagements pris qui ont pu être pris dans un contexte où c'était plutôt favorable et où, de manière artificielle, on voyait des choses qui étaient assez faciles, devient beaucoup plus difficile. Et la question du moment, l'éléphant dans la salle, je ne sais pas si on peut dire ça en français aussi, mais c'est vraiment la question des énergies fossiles. Enfin, ça a été le gros sujet de la COP26, et ça sera le gros sujet également côté investisseur, de savoir comment on se positionne par rapport aux énergies fossiles, sachant qu'effectivement, on sait très bien que c'est le principal contributeur sur les émissions de CO2. Et je pense qu'il y a un autre aspect qui est extrêmement important aussi à avoir en tête, et ça va être très certainement on va dire le contexte de toute la décision, de toutes les discussions comme 27, c'est la transition juste. Donc effectivement, on parle beaucoup de transition juste côté investisseur, comment on met ça en place avec les entreprises, mais la notion de transition juste au niveau mondial, elle est absolument centrale aujourd'hui. Vous avez vu comme moi que la ministre de l'Environnement congolaise à Kinshasa a dit « Aujourd'hui, on nous demande de choisir entre manger ou respirer ». C'est exactement ça en fait. Et dans les discussions qu'il peut y avoir sur notamment des grands projets de pipeline dans certains pays africains ou de l'exploitation de ressources pétrolières, ces pays-là nous disent oui, mais ils sont où les financements de notre transition à nous, ils sont où les milliards qui ont été promis. Donc aujourd'hui, forcément, ça fait beaucoup de sens d'exploiter ces ressources. Et on ne peut pas empêcher l'exploitation des ressources. Donc toutes ces questions-là, elles sont vraiment aujourd'hui au cœur des discussions qu'on doit avoir. Donc la question, le positionnement sur les énergies fossiles pour l'intégralité des acteurs, gouvernement comme investisseurs, et le thème de la transition juste, pareil, pour nous investisseurs et côté gouvernement, et on verra qu'à la COP27, ça va être le cœur des discussions. Moi, je peux apporter une vision un petit peu active de nos côtés, parce que c'est finalement, là, on a parlé de sociétés listées, et c'est vrai que finalement, c'est pas vraiment l'endroit où j'investis du tout, parce qu'on n'en fait pas, mais ça se gère par des politiques d'exclusion. Nous, on fait, on va dire, ce que j'appelle le court-circuit de la finance. On va collecter l'épargne mondiale et en fait, au travers des fonds qu'on a, on investit dans des PME et des ETI qui sont plutôt européennes. Et en fait, comme finalement nos moyens sont limités, enfin bien que gros, parce que c'est quand même, enfin le fonds qu'on a, il fait 1,4 milliard, donc c'est un très gros fonds en fait de transition énergétique. C'est du private equity, donc c'est des fonds propres. Donc c'est quand même assez gros. Ça reste finalement des moyens assez limités dans le besoin de financement en fait dont on a besoin. Donc au final, on n'a pas vraiment la question de mais alors si je le mets là, est-ce que je l'exclus, etc. Non, c'est une question de choix en fait. Dans quoi je vais investir? En fait, on va investir dans 10 à 15 PME. Aujourd'hui, on en a fait une dizaine. On a investi environ 1 milliard. Ce qu'on a, nous, ça change rien. C'est-à-dire que finalement, nos stratégies, c'est des stratégies qui sont thématiques. La seule chose, je dirais, qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, on accepte intégralement les inputs de la science. Donc, et finalement, le rapport du GIEC, notamment le rapport 3, en fait, sur les solutions, directionnellement, il guide très bien les thématiques d'investissement. On commence à avoir des montants associés. L'Agence internationale de l'énergie le fait aussi. Donc voilà, l'efficacité énergétique. Si je vous donne des ordres de grandeur, nous on a investi dans une société qui s'appelle Green Yellow qui fait ça pour des magasins. Donc qu'est-ce que ça veut dire en vrai faire de l'efficacité énergétique pour des supermarchés? C'est mettre des portes de frigo sur les frigos ouverts. Hein. C'est un peu bête, mais en fait, en réalité, quand on fait ça, on diminue de 30% la consommation électrique d'un magasin. Et après, c'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire que leur activité l'an dernier, c'est en mettre 200 km juste en France. Donc c'est là où on se dit, oula, on a vraiment un système qui fonctionne un peu bizarrement. Une société comme Groupe Rougnon qui rénove des bâtiments à Paris, c'est pareil, ils font 48 collectivités, etc. On a des gens qui font ça dans l'industrie. Ces PME, en fait, l'an dernier, elles permettent d'éviter 130 gigawattheures. Donc les gens, actuellement, ils ne parlent pas en ordre de grandeur, mais 130 gigawattheures, c'est la consommation de gaz d'environ 100 000 Français. Sur les développeurs de renouvelables, c'est pareil, nous on les capitalise tout en haut de la chaîne, donc en fait on leur donne les capitaux initiaux, après ça descend dans des sociétés projets en dessous, et puis après ça va finalement détenir les actifs, ce qu'on fait en infrastructure. On est l'apporteur d'equity ultime des sociétés, une société comme Amarenco en France qui fait du solaire de petite capacité, c'est ce qu'on peut voir notamment à la ferme avec des trucs de 200 kW, 500 kW. On a investi 200 millions ces 18 derniers mois et aujourd'hui il y a
il y a 1 gigawatt qui est en cours d'installation, il y a 5 gigawatts de pipe. Alors, on parle 5 gigawatts, qu'est-ce que c'est? 5 gigawatts, c'est à peu près la moitié de la capacité installée en France actuellement. Donc voilà, en fait, quand on investit tout en haut de la chaîne, et donc c'est ça la stratégie d'investissement qu'on a eue, c'est que finalement, comme on sait qu'on a des moyens limités, on va essayer de débloquer des chaînes de valeur en transformant le concept euro ou dollar en un actif qui décarbone aujourd'hui. Et en fait, on sait que si, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de projet, en fait, si, mais il faut juste débloquer la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'après, les gens qui font de l'infra, les banquiers vont arriver, mais dès lors qu'il y a assez de capitalisation des chaînes. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dès aujourd'hui, et ça change absolument rien. Et en réalité, en tant que positionnement stratégique d'investisseur, c'est un très bon positionnement. On le voit, le GIEC dit c'est 6 000 milliards d'investissements qu'il faut pour la décarbonation, le IA dit 4 000 milliards, c'est énorme. J'ai lu que le FMI disait dans la partie résilience, donc protection de nos infrastructures, c'est aussi 6 000 milliards. Et quand on regarde la transition agricole, c'est 6 000 milliards. En fait, quand on a fait la somme des trois, ça fait 6 et 6 et 6, ça fait 20 000 milliards dans une économie mondiale qui fait 80 000 milliards. Donc une économie qui a tendance plutôt maintenant à se dégonfler, on est en train d'enlever des zéros. Donc c'est-à-dire qu'il va effectivement y avoir des secteurs de croissance et d'hypercroissance, mais en plus de ça, qui sont nécessaires tout simplement à la souveraineté énergétique et la sécurité énergétique, souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire et résilience de nos infrastructures, et donc tout simplement la stabilité sociale qu'on a. Donc c'est un petit peu obligé. Donc effectivement, il va y avoir des perdants, des gagnants. Je pense qu'on rentre plutôt dans un monde d'investissement qui ressemble plus à du CAPEX, qui transforme en fait notre société vers quelque chose de durable et certainement souhaitable. Et après, effectivement, il y a tout un pan consommation qui risque quand même de souffrir ces 10 ou 20 ou 30 prochaines années, tout simplement parce que nos systèmes vont évoluer et à un moment donné accepter que les limites planétaires, elles s'imposent à tout le monde. Si on les respecte pas, elles nous rattraperont et on vivra ce qu'on est en train de vivre maintenant, plus tard, sur d'autres sujets. Alors, c'est en transition, Alix, vous mentionniez la COP27 qui se profile maintenant dans quelques poignées de jours. Alors, chaque année, les COP amènent leur lot de déceptions et de motifs de se réjouir. Cette année, on attend peu de la COP27 par avance, parce qu'on a vu un refroidissement dans les convictions exprimées par les deux gros géants que sont les États-Unis et la Chine. Malgré tout, qu'est-ce qu'on peut attendre? On va essayer d'avoir un point de vue un peu positif. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de positif de ces négociations, Pierre-Georges? Positif, non, je n'ai pas forcément envoyé un message très positif de ce qu'on a entendu. Enfin, c'est très intéressant. Enfin, il y a eu l'exemple d'Alix sur les pipelines en Afrique. Et effectivement, il n'y a pas vraiment d'autre option parce qu'on n'a pas débloqué les fonds internationaux. En fait, ce qu'on attend de cette COP, il y a deux gros sujets. C'est loss and damage d'un côté. Effectivement, c'est l'aide des pays développés vers les pays en développement, d'une part. Et l'autre sujet, c'est le Mitigation Working Group qui est en fait... Comment, filière par filière, au niveau international, on arrive à s'accorder pour décarboner. Parce que finalement, l'exemple de BASF que donnait Pierre tout à l'heure, il est parlant. On est en train de dire, finalement, on n'a qu'à sortir de l'Europe et puis aller trouver, peut-être plus sur un sujet énergétique que purement de politique de décarbonisation, mais tout se rejoint quand même quand on parle d'énergie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut une coordination internationale sur ces deux sujets. On voit qu'au niveau de loss and damage, les promesses des accords de Paris sont loin d'être faits, à la fois en termes de moyens, à la fois en termes de déblocage de fonds. Faut imaginer ces pays qui ont des projets qu'on leur propose pour d'énergie fossile, et s'ils n'ont pas ça, ils n'ont rien d'autre en face en termes de revenus, ou alors ceux qui sont directement impactés par la crise climatique et qui attendent de l'aide pour se reconstruire, et cette aide ne vient pas. Donc forcément, en termes de coordination internationale, ça devient vite compliqué quand on ne peut pas se faire confiance les uns les autres par rapport à ce qu'on s'était dit il y a 7 ans maintenant. Donc ça, c'est un gros sujet. Et sur le Mitigation Working Group, donc trouver ces solutions filière par filière, là aussi, dans un contexte géopolitique tel qu'on l'a à la fois en Europe, où on a du mal à s'accorder, avec la Russie, évidemment, les conflits entre la Chine et les États-Unis,
c'est quand même très très compliqué d'arriver avec une politique industrielle sectorielle qui permette d'avancer et de se coordonner, en reprenant à nouveau le rapport du GIEC, pour le coup dans le rapport 3 aussi, la solution, elle est clairement dite, elle doit venir d'une coordination internationale, et cette coopération, elle est difficile en ce moment. Alors côté investisseur, on voit aussi des reculades se profiler. C'est-à-dire que l'an dernier se sont montées des alliances net zéro avec un certain nombre de signataires. Alors les signaux négatifs, ils viennent des États-Unis, mais aussi d'Australie. On a pu voir des rumeurs selon lesquelles quelques grosses banques américaines pourraient se retirer de la Net Zero Banking Alliance. Alexandre, quel regard est-ce que vous portez sur le fonctionnement de ces alliances et qu'est-ce qu'on peut analyser ou retirer du retrait éventuel de certaines... Je dirais que c'est la réalité de la vie. On a une vision un petit peu angélique des alliances et de la transition écologique où tout le monde allait se mettre d'accord puisqu'on visait le bien, le meilleur, le bon. En fait, un État comme le Texas défend son activité. Donc c'est sûr qu'ils ont réagi fermement en disant aux gros gestionnaires d'actifs, à tous les gestionnaires d'actifs, à partir du moment où vous avez des listes d'ESG, que vous avez des bans sur nos secteurs d'activité principaux, on refuse que vous investissiez dans les compagnies de notre État. Donc c'est sûr que de toute façon, c'est toi Pierre qui disais il y aura des gagnants, des perdants, il y a des gens qui ne veulent pas être perdants dans cette transition écologique. Donc il va falloir faire avec des mouvements d'avancée, de reculade. Je pense que les États-Unis, en même temps, ils envoient un signal avec le Inflation Reduction Act, qui est on veut faire des choses pour la transition, mais selon leur modèle, qui est on n'arrête pas la consommation. De toute façon, c'est quelque chose qui est inaudible aux États-Unis, de réduire la consommation. Donc ils ont choisi un angle qui est vous allez continuer à consommer. De toute façon, c'est ce qui crée la richesse de notre pays, c'est ce qui crée la dynamique. Et nous, on va réorienter l'investissement au travers d'aides, de réduction d'impôts vers les secteurs qui nous paraissent les plus porteurs de réduction de l'empreinte carbone. Donc ils ne sortent pas complètement des objectifs. Et je pense que les Australiens, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, en Europe, on essaie de rentrer dans un cadre européen parce qu'on se dit que c'est aussi effectivement l'avenir de l'Europe qui joue dans notre capacité à être d'accord, alors que les Allemands vont importer beaucoup de gaz, nous on va avoir du nucléaire. Donc on a des pays fondamentalement différents. On n'est pas allé au clash qui est de se dire on va chacun suivre notre route. On est convaincus en Europe qu'il y a un chemin collectif qui est plus important. Mais ça ne peut pas être le cas de tous les acteurs. Je pense que l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, la forêt tropicale, on sait que la déforestation, c'est un sujet de pauvreté. Les gens déforestent parce que c'est le moyen, ils mettent du bétail, c'est un moyen de vivre. Donc, qui dit agir contre la déforestation dit agir contre la pauvreté locale, donc inclure la dimension sociale. Donc, voilà, ça c'est des choses qui se font sur très long terme. Mais je suis absolument pas surpris et ça m'inquiète pas plus que ça qu'on ait ces mouvements de volte-face qui se fassent. Et quand on va aux États-Unis, la société américaine, elle est très tendue sur beaucoup de sujets. Donc il y a le climat, il y a l'avortement, il y a quand même pas mal de sujets qui créent des tensions entre les États. Et aujourd'hui, il va falloir avancer. Et comme disait Pierre-Georges, je pense que le fait d'avoir une coordination internationale, même si on peut penser que la COP26, c'était pas beaucoup d'avancées, la COP27, ce sera pas beaucoup d'avancées, tout le monde est là, tout le monde se parle. Je pense qu'il y a des projets qui en sortent. Ça met aussi notre maison mère, pour la COP26, a décidé de mettre 1,5 milliard dans la forêt. Ça, c'est dans le cadre d'annonce COP26. Je pense qu'il y a aussi, ça débloque dans la tête de dirigeants. J'étais très content d'entendre Yves Perrier aussi ce matin. Ça débloque des idées d'orientation d'investissement de manière forte. Et c'est ce qui est important. Je pense qu'il faut qu'on pense toutes les avancées qui ont été faites grâce au COP. Et puis le reste, on va le gérer au fur et à mesure. Et puis mais il faut voilà, c'est pas un renoncement.
Je rajouterais effectivement, pour moi, il y a un point qui est assez central sur justement net zéro, et c'est pas vraiment des revirements, mais cette discussion qui s'engage. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, plutôt que la situation actuelle, c'est la situation initiale, c'est-à-dire que vous avez 2/3 des pays qui sont net zéro, toutes les entreprises qui sont net zéro, tous les investisseurs qui sont net zéro, la moitié des assets under management qui sont net zéro, et les émissions qui continuent à augmenter. C'est quelque chose qui est juste, qui fait se poser la question de qu'est-ce que veut dire net zéro. Donc je pense qu'il est extrêmement sain qu'aujourd'hui on ait quelque part cette sorte de tri ou de sélection entre effectivement des investisseurs qui ont réellement envie de s'engager vers cette transition et vers ces engagements net zéro, et des investisseurs qui se disent ok, je me suis engagé sur net zéro 2050 parce que c'est loin et que je me dis qu'on a le temps et autres, et qui aujourd'hui, quand on leur dit oui mais ça veut dire moins 50% d'ici 2030, et ça veut dire effectivement potentiellement accélérer la transition énergétique et donc sortir de certaines activités, forcément ça coince. Donc pour moi, ça fait partie du processus normal, et je pense qu'aujourd'hui, on entre dans cette période où on va effectivement voir des acteurs qui sont très engagés et qui continuent, et d'autres acteurs qui décélèrent. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est vrai que, sauf erreur de ma part, côté G-Funds, Marc Carnet a commencé à dire qu'il pourrait sortir des mauvais élèves de ces alliances. Peut-être que les rumeurs qui courent font état de gens qui préfèrent prévenir mais tant mieux, et sortir d'eux-mêmes. Mais tant mieux. Et puis il y a cette notion maintenant qui monte de... Alors nous on parle beaucoup de greenwashing, mais alors maintenant c'est le green hushing. Donc effectivement c'est le fait de vouloir potentiellement cacher un petit peu ces engagements climat, parce qu'on a peur derrière de se faire attaquer par le régulateur ou ses parties prenantes. C'est très bien qu'il y ait cette mise en cohérence des actes et des mots. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Donc effectivement, on entre dans un moment où la situation économique, géopolitique est compliquée, et c'est le moment où il faut mettre réellement les moyens et les actions sur la table. Donc pour moi, c'est normal qu'il y ait effectivement potentiellement des divergences de vues sur la vitesse à laquelle on doit faire ça. Pierre, un mot de la fin, parce que je vois l'heure qui tourne. Le mot de la fin, c'est qu'effectivement, il faut accélérer et pas réconcilier, en fait. En réalité, ce que je dis, je pense qu'on vit dans une époque là où ce que j'appelle le néo-darwinisme. Avant, en fait, c'était les plus forts qui gagnaient. C'est ça, la théorie de l'évolution. Moi, j'ai l'impression que la théorie de la transition, c'est au travers de la coopération et pas de la compétition qu'on va réussir à faire quelque chose. C'est des grosses chaînes de valeur, on s'aperçoit qu'elles sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Et donc, en fait, ça allie finalement du public, du privé, de l'industriel, de la personne individuelle et puis des entreprises, tout simplement. Parce qu'au final, dans un monde qui s'écroule, il n'y a personne qui gagne, quoi. Et je pense on le voit, enfin, les scientifiques l'expliquent, on va commencer à voir les effets du changement climatique, qui vont se matérialiser de plus en plus. Ça va mettre en stress en fait nos écosystèmes. Et finalement, peut-être que la pandémie et cette situation, c'est juste quelque chose qui nous pointe du doigt en fait le monde qu'on n'a pas envie d'avoir. Le monde en fait où il faudra renoncer, et donc c'est juste une petite préparation à ce qu'il faut qu'on fasse, et moi j'ai plus l'impression que ça nous met tous dans la réflexion plutôt que ça nous ralentit. Merci sur ces mots d'espoir. Voilà qui clôt cette table ronde. Merci à vous pour vos éclairages et vos réponses, je l'espère sans langue de bois. J'espère que le public sera d'accord.